Pour l'instant, quand la Commission essaye de faire quelque chose, quand elle a, vous savez que la Commission est c'est celle qui a l'initiative des lois en Europe. On a oublié de dire ça quand on parlait du Parlement tout à l'heure. Notre Parlement n'a pas l'initiative des lois. Mais c'est pas tout. Donc c'est la Commission qui a l'initiative des lois. Mais la Commission, pour que la loi devienne loi, pour l'instant, il faut qu'elle ait l'accord du Conseil des ministres. Et donc il faut même pour les petites merdouilles, il faut que le Conseil des ministres dise quelque chose. Si le Conseil des ministres dit rien, son truc passe pas. Eh ben c'est ça qui va changer. La Commission elle en a marre de ce frein. La majorité inversée, ça consiste à dire ce que décide la Commission, ça devient une loi, sauf si le Conseil se met en travers. C'est-à-dire qu'il faut que le Conseil résiste pour... mais attendez, c'est que ça change complètement la face du truc. C'est-à-dire que bon, le Conseil des ministres va continuer à pouvoir résister éventuellement, mais c'est de plus en plus technocratique. Hein. De plus en plus technocratique, c'est impressionnant. Mais c'est pas propre à ce pouvoir. Tous les pouvoirs du monde ont une tendance universelle à s'autonomiser. Il faut le savoir. C'est à ça que sert la Constitution, ça sert à empêcher ça. Mais à condition que ce ne soit pas eux qui écrivent la Constitution. Ouais, c'est évident. Or, nous laissons... Et donc, si vous voulez, quand je dis la cause des causes, c'est que le processus constituant n'est pas bon. J'y suis presque, mais si je veux être honnête, la vraie cause des causes, c'est encore la cause de ça, c'est que nous en foutons. Si on veut être honnête. C'est parce que vous et moi n'écrivons pas nous-mêmes des articles de Constitution, c'est parce que nous décidons que c'est compliqué, j'y connais rien, j'y travaille, je n'ai pas le temps. C'est là que ça se joue. Enfin, c'est ça la vraie cause des causes, je crois. Il me semble. Alors, j'ai une idée, concrètement. Je suis désolé, c'est pas de la magie, j'ai pas de solution tout de suite contre les voleurs de pouvoir. Ils ont tout. Excusez-moi, ils ont les entreprises, les gouvernements, la monnaie, les médias, les armes. Mais j'ai une idée que je soumets au feu de votre critique. Je suis pas un prêtre. Hein. Je suis dans mon coin, je réfléchis et j'ai l'impression d'avoir trouvé un truc génial. Il faut qu'on arrive à être plusieurs à la défendre. Ce qu'on fait en ce moment-là, reconcentrer notre attention, repolariser nos efforts sur... D'ailleurs, on peut continuer à se bagarrer sur le reste si on veut, mais polariser nos efforts sur la racine des mots. Être radicaux, prendre les mots à la racine. C'est logique, prendre les problèmes, au lieu de les prendre par les conséquences, de les prendre par les causes. Ça me paraît logique. Je me dis, si nous devenons viraux, c'est-à-dire qu'au lieu de nous disperser, parce que on est actif, il y a déjà des tas de militants, mais on part dans tous les sens. On se bat sur les conséquences, plus ou moins près de la racine, mais jamais vraiment à la racine. Qui vous parle du processus constituant et de sa qualité? Personne, je crois. Alors, peut-être que j'ai tort, et peut-être que j'ai pas fait mon boulot de virus, j'ai pas réussi à vous convaincre que c'était important, et peut-être que mon idée est mauvaise, et puis, je suis désolé, on n'a pas avancé. Mais peut-être que vous avez senti qu'il y a un truc c'est quand même, ça a marché pendant 200 ans, les riches n'ont jamais gouverné. Et pendant 200 ans de gouvernement représentatif que nous défendons encore aujourd'hui parce qu'on nous a appris ça à l'école, que élection égale démocratie, démocratie égale élection, nous défendons ce faux suffrage universel comme si c'était le suffrage universel, alors ça n'est pas le seul suffrage universel. C'est un faux suffrage universel truqué, avec des dépipés, des gens qui trichent. Et pendant ces 200 ans de gouvernement représentatif, on a vu quoi? Le capitalisme. Et les riches qui gouvernent comme jamais ils n'ont réussi à gouverner. Ils ont déjà gouverné, ils ont déjà été puissants et influents, mais ils n'ont jamais été aussi puissants qu'aujourd'hui. Jamais. Alors, prenant acte de ces deux expériences,
cette expérience de 200 ans de tirage au sort où les pauvres gouvernent toujours et sans tuer les riches, les riches existent quand même. Alors, je ne dis pas pour faire comme à la manière d'eux, je vous dis, reprenez le germe qui a désynchronisé l'économique du politique. Le tirage au sort comme antidote contre l'oligarchie parce qu'il nous permet mécaniquement, de façon incorruptible, de désaccoupler, de découpler le pouvoir politique du pouvoir économique. Il y aura toujours un pouvoir économique, ok, ce ne sera pas parfait, mais ceux qui ont 100% du pouvoir économique n'auront pas en plus 100% du pouvoir politique, comme c'est aujourd'hui, depuis 200 ans seulement dans l'histoire des hommes, c'est court. C'est une putain de bonne idée, ça, non? Je ne dis pas ça. C'est une bonne idée, ça, non? Mais alors, si c'est une bonne idée, on la creuse. Comment est-ce que des institutions qui redonnent aux gens normaux le contrôle de leurs élus, admettons qu'on garde des élus, on verra, c'est l'Assemblée constituante qui décidera. Elle décidera peut-être qu'on gardera des élus. Ça m'est égal. Mais comment fait-on pour qu'une Assemblée constituante en vienne à instituer un contrôle populaire? Moi, je ne peux pas faire autre chose que vous venir et vous livrer mon analyse, mais je suis pas du tout omniscient, je me trompe peut-être. Il me semble que si, dans tous les pays, à toutes les époques, à chaque fois, les constituantes instituent l'impuissance des gens, il y a un truc qu'il faut trouver, il y a un point commun. Et il me semble que le conflit d'intérêts qui vient du fait que ceux qui écrivent, quand ils sont des hommes de pouvoir, des hommes de parti, des présidents, des ministres, des parlementaires, des juges, des politiciens de métier, des hommes de parti, quand l'Assemblée constituante est composée uniquement de ces gens-là, des gens qui sont tous en conflit d'intérêts, ils ont tous un intérêt personnel puisqu'ils veulent changer le monde eux. Ils ne veulent pas que ce soit vous, ils veulent que ce soit eux. Ils ont tous un intérêt personnel, pour l'instant, dans tous les pays du monde, dans toutes les constituantes, ils ont un intérêt à ce que nous soyons impuissants. Mais ça me paraît une explication plausible, costaud, robuste, pour expliquer le processus. Mais à ce moment-là, expliquer notre impuissance politique et nos impuissances multiples dans plein de sujets. Alors, une fois qu'on a analysé ça, vous devriez peut-être même vous-même trouver la solution en disant, si c'est effectivement la partialité des députés constituants qui, au moment d'écrire, vous allez voir qu'en Tunisie, c'est ça qui va se passer. En Tunisie, ils viennent d'élire une assemblée constituante au lieu de la tirer au sort. Ils viennent de l'élire avec des candidats, avec des partis qui ont imposé des candidats. Alors on va me dire, mais non, mais tout le monde pouvait proposer des candidats. Regardez, ils étaient des centaines à proposer des candidats. Il n'y a que les grands partis qui ont eu finalement la majorité de l'Assemblée constituante, Donc c'est les partis là qui vont écrire la Constitution. Mais je vous fiche mon billet ils vont instituer l'impuissance des Algériens. Les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Donc, excusez-moi de ne pas avoir de solution immédiate. Mais la solution que je vous propose, c'est quand même une solution. Et c'est pas parce qu'on n'a pas de solution tout de suite aujourd'hui qu'on n'a pas de solution du tout. Tout ce qui est grand, a commencé par être petit. Ça donne de l'espoir, ça, c'est un proverbe chinois. Tout ce qui est grand a commencé par être petit. Voilà. Et nous aujourd'hui on est petit, et peut-être qu'on va mettre au point le truc malin, l'idée maligne qui se répand toute seule après, parce qu'elle est suffisamment simple, robuste, et prenant les choses à la racine, pour que, un jour, dans pas trop longtemps, les choses changent. Comment ? Et il y a urgence à s'en occuper. Voilà, il faut qu'en sortant, vous organisiez la prochaine réunion avec... comme je fais, c'est-à-dire que tout seul, je ne ferai rien du tout. Voilà. Évaluer le système de démocratie liquide proposé par les partis pirates. Ah non, ça ne me dit rien ça. Comment vous dites démocratie liquide, Cyril? Démocratie liquide? Du quoi? Du parti pirate? C'est un système qui est un peu entre disons, pour dire grossièrement d'abord, c'est un peu un système qui permet une flexibilité entre la démocratie directe classique, donc qui permet vraiment à tous les citoyens
de voter sur les lois, de proposer des lois, et une version, disons, plus représentative de la démocratie, mais donc, comme son nom l'indique, liquide, qui est extrêmement flexible, parce que donc chacun peut choisir un délégué, ce qu'on appelle un délégué, qui peut être n'importe qui peut être le voisin, le libraire, peu importe. Et ce délégué donc va voter à la place des citoyens. Donc chaque citoyen va sélectionner un délégué qui va ensuite voter à sa place. Mais il peut changer le délégué quand il veut. Et il peut aussi voter à la place du délégué. Donc c'est vraiment, ça laisse le choix complet aux citoyens de soit voter sur chaque loi, comme en démocratie directe classique, soit de choisir quelqu'un en toute confiance et qui vote à sa place. Mais vraiment avec la possibilité de changer à n'importe quel moment de système, en fait. C'est intéressant. C'est intéressant de pouvoir déléguer, parce que, vous savez, je vous parlais du texte de Constant qui comparait la liberté des modernes et la liberté des anciens. Peut-être laissez-lui le micro s'il veut terminer, s'il y a d'autres détails. Ce texte explique, ce texte explique que nous n'avons plus envie de faire de la politique. Et c'est vrai que quand on le lit, on se dit, par moments, on se dit qu'il a raison. Et c'est une bonne idée, mais on sent bien en même temps que ça dépend des sujets. Il y a des sujets sur lesquels on aurait envie de faire de la politique, et puis d'autres où on s'en fiche, on peut les laisser faire. Et c'est malin de pas nous priver de la représentation complètement, et de pouvoir reprendre la main quand on veut. C'est malin. Ça va être je vais aller voir un peu, pour approfondir sur les modalités pratiques. Est-ce qu'il y a des ordinateurs, comment ils font là, et comment est-ce qu'on peut contrôler les ordinateurs, parce qu'il y a des problèmes de sécurisation quand mais c'est intéressant, oui. Ben oui, bien sûr. On peut donner une délégation, mais on peut le reprendre. Un peu comme les Suisses, mais mieux que les Suisses, parce que les Suisses, ils peuvent voter pour mais il faut se mobiliser pour faire un référendum, et c'est sur un point, et puis vous allez peut-être en faire 50 dans l'année, mais pas beaucoup plus, quoi. C'est déjà 50 référendums dans l'année, ça fait, ils en font beaucoup, hein. Mais, oui, c'est autre chose, oui. Oui, bien sûr. Pour le moment, le parti nouveau, Actif démocratique, et c'est comme un virus, ça se répand, ça se propage. Ça se propage par le parti pirate pour le moment, seulement par le parti pirate. Parti pirate, il faut que je creuse ça, on m'a déjà parlé de ça à Metz. Comment ? Ah oui. Ils ont perdu une guerre. C'est pour une raison contingente, non nécessaire, accidentelle. C'est pas tout. Écoutez ça, c'est important ça, pour comprendre. C'est une bonne question ça. Pourquoi Athènes a pris fin ? Parce que c'était un régime prospère, avec une stabilité politique tout à fait exemplaire par rapport à ce qu'il y avait autour de la cité. La démocratie a rendu possible, elle a même généré la philosophie. La philosophie qui était la contestation de la démocratie. Là, presque tous les philosophes conchiaient la démocratie. Platon détestait la démocratie, c'était un aristocrate oligarque qui voulait un philosophe roi ou un roi philosophe. Et Aristote aussi, pratiquement tous les philosophes étaient antidémocrates. Mais en fait, il faut comprendre que les philosophes ont été rendus possibles par la démocratie. Il n'y avait pas de philosophes ailleurs. Ailleurs, c'est des tyrannies, il n'y avait pas de philosophes. Si vous voulez, la démocratie a généré un corps qui l'a critiqué, mais qui l'a pas empêché de vivre. La démocratie a vécu avec la philosophie pendant 200 ans. 200 ans pendant lesquels, je dirais, alors ça c'est vraiment, c'est chouardesque, je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'ai l'impression que pendant 200 ans, les philosophes ont bâti un corpus de pensée qui préparait l'après-démocratie, et les philosophes ont bien repéré le tirage au sort comme rouage central
qui faisait que les riches ne gouvernaient jamais et les pauvres toujours. Ils en parlent, c'est dans Platon, dans Aristote que je trouve ce que je vous dis quand je vous dis que les riches